Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les TIC au service du libéralisme mondial. Le cyberespace est le résultat du développement des réseaux qui donnent toute facilité à ceux qui y sont connectés, pour accroître leur capacité de communication entre eux, en se débarrassant des contraintes d'espace et de temps et de multiplier ainsi leurs moyens d'échanger des informations et de faire du commerce. Cet espace a la particularité d'être virtuel puisqu'il ne se voit pas, et de pouvoir être utilisé à bon ou mauvais escient. Le développement des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans tous les secteurs de la société influe considérablement sur son mode de fonctionnement, transformant les relations sociales en s'immisçant dans le rapport au monde de la personne, dans sa vie privée aussi bien que professionnelle. L'utilisation des réseaux de communication permet de tracer les comportements d'une manière suffisamment précise pour tisser une tunique qui enserre la personne sous forme de l'accumulation de données sur ses comportements par les pouvoirs publics et les entreprises, en échange de la facilitation et de l'amélioration de sa vie quotidienne. La contrepartie est d'autant plus pernicieuse qu'elle est invisible de prime abord, résultat du panoptique numérique justifié par le profilage des consommateurs et la protection des citoyens par l'État au nom du bien-être collectif et de la lutte contre le terrorisme. La garantie constitutionnelle de la liberté individuelle ne nous paraît plus assurée dans ce contexte. Il est facile pour un gouvernement de modifier les critères de choix des types de comportements à réprimer, en particulier en période de crise, sans avoir à se soucier d'un contrôle par la justice. Avec l'ensemble des informations disponibles sur chaque personne, aucune ne pourra plus échapper au contrôle supposé prévenir la délinquance, si ce n'est au prix d'une suspicion ou d'une exclusion lourde de conséquences pour elle. La question du rééquilibrage des droits citoyens, en particulier pour la garantie de l'exercice de la liberté individuelle, se pose avec le traçage électronique. L'égalité face à la loi correspond à l'élimination des privilèges, à l'assurance d'un traitement identique pour tous. La globalisation de l'économie facilitée par l'usage des TIC a renforcé la prévalence de la rentabilité économique, au point de mettre en place la même régulation libérale de la production de la plus-value partout dans le monde. Derrière une apparente et paradoxale promotion des droits de l'homme, le libéralisme à nos yeux restreint l'égalité des chances car il la réduit à une notion de justice sociale liée à l'amélioration du pouvoir d'achat. Ce type de raisonnement fait que les TIC sont présentés comme une chance donnée aux populations défavorisées pour rattraper leur retard en termes de développement économique. Le Sommet mondial de la Société de l'Information, SMSI, s'est donné comme objectif le développement de l'accès des populations défavorisées au réseau afin de leur offrir la chance d'entrer de plain-pied dans le marché mondial et ainsi de rattraper le niveau de vie des pays riches. Des dispositifs alliant pouvoir public, entreprises privées et la société civile sont proposés mais sans financement conséquent pour le moment. Les échecs constatés des politiques de réduction de la fracture numérique démontrent qu'il ne suffit pas de tabler sur le taux d'équipement et de connexion pour résoudre le problème de la pauvreté. Par contre, de nouveaux modes de production de la plus-value ont été mis au point. Allant au-delà du droit d'auteur, les brevets et la propriété intellectuelle tendent à transformer la connaissance en marchandise. Si Marx a analysé le processus d'accaparement de la plus-value industrielle et proposé des méthodes permettant de rétablir l'égalité entre travailleurs et patrons, il reste à élaborer une même démarche face au régime de la propriété intellectuelle, processus de captation de la production du travailleur intellectuel, créant de nouvelles conditions d'inégalité sociale avec les redevances prélevées par les propriétaires des brevets. La fraternité est censée assurer la paix entre les personnes et les peuples. Les TIC accélérant les échanges entre aires culturelles, les possibilités de confrontation comme de métissage s'en trouvent accrues. Il semble que les apports d'éléments culturels traditionnels dans la culture dominante soient tolérés à condition qu'ils ne s'avèrent pas incompatibles avec la modernité ambiante, et n'entrave pas le libre exercice des forces du marché global. Celle-ci privilégie les flux de marchandises qui circulent de plus en plus tandis que les personnes se trouvent entravées par la pauvreté quand elles n'ont pas la chance d'être du bon côté de la barrière. Le scénario de la culture libérale dominante s'imposant au monde entier par les couches supérieures les plus consommatrices de biens et de services
risque d'avoir pour conséquence de laisser de côté la majorité des habitants de la planète et de provoquer un choc frontal entre les civilisations. Même Toffler, d'habitude optimiste, a un doute sur la rapidité du développement économique mondial capable de prévenir les retours de flammes sous forme de guerres endémiques dans les zones périphériques les plus pauvres. Face à ce risque, la promotion de la diversité culturelle ne suffit pas. Il s'agit plutôt de relativiser les valeurs dominantes marchandes et de diminuer ainsi la dose d'agressivité incluse dans la relation de consommation. La tolérance entre les cultures peut être développée par une démarche de recomposition des valeurs culturelles, selon des configurations personnelles favorisées par les échanges multiculturels. L'usage des TIC au service de la société libérale mondiale ne laisse intact aucun des trois aspects du triptyque républicain, avec pour résultat un déséquilibre entre les pouvoirs et au sein des gouvernements, un affaiblissement des fonctions de législation, d'exécution et de redistribution sociale. Pour contrebalancer l'influence du quatrième pouvoir économique, il convient de donner un cadre juridique au cinquième pouvoir, celui des réseaux, avec la définition d'un bien public informationnel. Au lieu de laisser les plus riches prélever leurs dîmes sur les flux d'informations grâce à l'état actuel du droit international, il s'agit de refonder le pacte démocratique sous peine d'entrer de manière irréversible dans un monde où le contrôle de la majorité par les machines au service d'une minorité aura pris le dessus sous couvert de facilité de vie, de plus de confort et de sécurité. La liberté surveillée. Il convient d'examiner les processus à l'œuvre en particulier en relation avec l'exercice de la liberté individuelle, tant au niveau de l'espace public que privé dans le cyberespace. Il peut en effet servir d'instrument de coercition aussi bien que de libération. L'espace de liberté dans les démocraties occidentales assuré par les textes tant dans l'espace public que privé, nous paraît être réduit par les TIC. Le fait de les utiliser permet d'enregistrer tout ce que la personne est amenée à exprimer et à faire par leur intermédiaire de manière indélébile et invisible. L'analyse de manière toujours plus poussée des traces laissées par la personne dans les réseaux est réalisée à la fois à la demande des États au nom de la lutte contre le terrorisme et de l'amélioration du suivi administratif, et à celle des acteurs économiques privés soucieux d'affiner le marketing direct en ciblant sur les préférences personnelles des consommateurs. Les TIC permettent de répondre aux soucis de sécurité et de gestion du risque terroriste par le traitement des images issues de la vidéosurveillance urbaine et sur les routes avec les automates radars, par le recueil systématique et l'analyse des emails, des communications téléphoniques avec la géolocalisation des téléphones mobiles. La question de l'individualisation des services aux consommateurs renvoie à l'identification des personnes grâce à l'exploitation des données personnelles et à la biométrie pour vérifier l'identité de l'acheteur. Les outils de surveillance et d'identification. Les TIC servent à tisser un carcan invisible, mais dont certains pensent qu'il est possible de s'évader et ceci pour deux raisons. Les réactions de la personne sont imprévisibles, l'impossibilité de pouvoir suivre les agissements de tout le monde en même temps, garantissant par défaut une marge de manœuvre en termes de liberté. Cette approche nous semble erronée car elle ne prend pas en compte les avancées technologiques qui permettent par exemple à la NSA, National Security Agency, d'enregistrer les conversations téléphoniques de 200 millions d'Américains et d'être capable de les exploiter avec des mots-clés, utilisés pour attirer l'attention des surveillants chargés de les analyser. Il y a aussi un autre raisonnement consistant à dire qu'il n'est pas possible de rassembler les données personnelles enregistrées dans toutes sortes de répertoires distribués de par le monde, et de les mettre à disposition de l'individu concerné pour qu'il puisse y avoir accès, les corriger, voire les effacer si nécessaire. Pourtant, si ces facilités ne lui sont pas accordées, l'existence avérée de ses propres traces numériques possédées par d'autres acteurs que lui-même nous paraît une restriction à l'exercice de la liberté individuelle. L'absence d'anonymat sur Internet. Être anonyme sur Internet est un vœu pieux pour le commun des internautes, mis à part une très petite minorité bénéficiant d'une expertise technique pointue. Un internaute lambda souscrivant un abonnement à Internet auprès de son fournisseur d'accès, FAI, se voit attribuer des données de connexion, ligne téléphonique nominative, login mot de passe avec numéro d'accès qui sont liés à son identité réelle,
RIB, carte bleue, contrats commerciaux. Au moment de la connexion, les serveurs du FAI attribuent une adresse IP au compte client qui devient la carte d'identité de l'utilisateur sur l'ensemble des sites qu'il visite ensuite où de nombreux logs seront conservés. Téléphone portable et géolocalisation. Les téléphones portables, devenus omniprésents dans notre société, peuvent permettre grâce à la géolocalisation de savoir où se trouve une personne à un moment donné, même si son téléphone est en veille car il continue à émettre un signal. Ceci est très utile pour détecter une personne ensevelie sous une avalanche en haute montagne. Le service ZAGM proposé aux détenteurs de téléphones portables ayant préalablement accepté de fournir des renseignements sur leur centre d'intérêt, les alerte dès qu'une promotion est susceptible de les intéresser dans leur environnement proche, à savoir les magasins du quartier où ils se trouvent. La vidéosurveillance tous azimuts. Les personnes se sentent rassurées d'être constamment filmées. Elles ont l'impression d'être mieux protégées, mais à quel prix ? Quelle est l'utilité réelle de la vidéosurveillance ? Le secteur est en pleine expansion. De plus en plus de villes font appel à ce type de dispositif, et le phénomène ne semble pas près de s'arrêter. En 2005 en France, sur 1 million de caméras, 150 000 surveillent 185 centres urbains. Cependant, si la présence de caméras est justifiée dans certains lieux parce qu'elles permettent de scruter des zones plus ou moins sensibles, ces choix d'installation sont-ils toujours vérifiés ? Des villes situées dans des endroits réputés tranquilles sont elles aussi truffées de caméras, notamment dans les centres-villes. La raison qui pousse ce genre de dispositif à se propager n'est autre que le besoin pressant de sécurisation qui frappe notre société. La montée de la délinquance, gonflée par les incidents des banlieues qui ont eu lieu à la rentrée 2005, n'a fait qu'amplifier le phénomène de peur qui règne aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Présentée comme un moyen d'endiguer le désordre, la vidéosurveillance entre parfaitement dans le besoin de la société actuelle qui l'accepte dans la mesure où un individu innocent n'est pas censé craindre d'être surveillé, n'a pas à manifester son opposition, sous peine d'être soupçonné de cacher quelque chose. Pourtant, la vidéosurveillance permet de reconnaître une personne de manière formelle et par conséquent de suivre ses activités sur la voie publique de façon continue dès lors que le nombre de caméras installées est suffisant et que des enregistrements sont réalisés. Vidéosurveillance, la réglementation en France. Dans les lieux publics. La loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 sur la sécurité, loi OPS, stipule dans son article 10 que la vidéosurveillance sur la voie publique et les établissements ouverts au public devient légale sous le régime de l'autorisation préalable. Les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être installés dans des lieux publics qu'à des fins précises, la protection des bâtiments et des installations publiques et de leurs abords, des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de circulation et prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et établissements ouverts au public exposés à des risques d'agression ou de vol. La loi permet la mise en place de tels systèmes, dès lors que les conditions sont respectées et l'autorisation délivrée par l'État. Installer un système de vidéosurveillance sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public requiert une autorisation administrative délivrée par le préfet, après l'avis d'une commission départementale présidée par un magistrat. Cependant, tous les systèmes ne sont pas déclarés. C'est le constat établi par le rapport de la Direction des libertés publiques. Il existe de nombreux systèmes de vidéosurveillance installés en toute illégalité. Pourtant, les systèmes de vidéosurveillance doivent garantir la restriction des champs de vision. Il est interdit de filmer à l'intérieur d'un appartement, d'atteindre la vie privée d'autrui. Le champ des caméras doit se limiter à l'objet à surveiller. Cependant, il est difficile de savoir si cette mesure est effectivement respectée. Le système doit être connu des usagers. Il est interdit de les filmer à leur insu. En principe, n'importe quel citoyen peut demander au responsable public l'accès à un enregistrement si nécessaire. Bien sûr, cette demande doit se faire dans les délais de conservation des données, c'est-à-dire avant 30 jours. Après quoi les images sont détruites s'il n'y a pas de délit constaté, et si personne n'a demandé à visionner les images. Grâce à ce droit d'accès,
Un individu peut vérifier que des données le concernant ont bien été effacées dans le délai prévu. Notons que le droit d'accès est un droit en partie ignoré par les usagers et qui peut être rejeté pour des motifs tenant à la sûreté de l'État. Face à la montée de la vidéosurveillance dans la région s'est créée en juin 2004 la Coordination régionale contre la vidéosurveillance en Île-de-France. Elle a pour objectif de provoquer un débat de société sur ce phénomène en pleine expansion. Cette coordination regroupe entre autres les associations suivantes toutes présentes sur Internet: Démocratie et citoyenneté locale DECIL, Association de Mantes-la-Jolie 78, Souriez vous êtes filmé SVEF, Association de Paris, le collectif Espace public libre de Saint-Germain-en-Laye 78. Ces associations se mobilisent pour éviter les dérives possibles et alerter l'opinion publique. En mettant en commun les expériences et les moyens en particulier juridiques d'opposition à la vidéosurveillance, la coordination espère faire plier les mairies de plus en plus nombreuses à se laisser séduire par ce genre de technologie. Alain Weber, avocat à la Ligue des droits de l'homme, se déclare inquiet que la CNIL n'ait que peu de contrôle sur les moyens intrusifs de surveillance des citoyens. Dans les lieux privés. On considère comme lieux juridiquement privés des lieux de travail qui n'accueillent pas le public. Ces lieux relèvent de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ces dispositifs permettent une conservation sous forme numérique des images, c'est-à-dire qui constituent un traitement automatisé d'informations nominatives. Les systèmes actuels de vidéosurveillance sont caractérisés par le recours aux technologies numériques, à la miniaturisation et aussi à la mobilité des systèmes de visualisation des données filmées grâce à des supports nomades. Il est possible via Internet de surveiller à distance. Pour appliquer cette loi, il faut différencier les espaces considérés publics ou privés. Que considère-t-on comme établissement public ? Prenons le cas d'un collège. C'est à première vue un établissement ouvert au public et relevant de l'autorisation préalable pour installer un système de vidéosurveillance. La jurisprudence a pourtant considéré qu'un collège n'était pas un établissement ouvert au public, et que par conséquent le directeur pouvait y installer librement des caméras. Dans son guide pratique pour les employeurs paru en 2005, la CNIL se penche sur la vidéosurveillance dans les lieux de travail et étudie les garanties à apporter aux salariés. Il n'y a pas besoin d'une autorisation préalable de la CNIL pour installer la vidéosurveillance au sein d'une entreprise. Seule la déclaration auprès de cette même institution est obligatoire. Selon le principe de proportionnalité décrit dans l'article L120A2 du Code du travail, une installation de vidéosurveillance doit s'effectuer de façon adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l'objectif poursuivi. En effet, si l'installation de la vidéosurveillance peut se justifier dans un cadre sécuritaire, contrôle des accès, surveillance des zones à risque pour le bien des employés, en aucun cas le but de la vidéosurveillance ne doit être la mise sous surveillance d'un ou plusieurs salariés en particulier. La loi du 6 janvier 1978 qui régit la vidéosurveillance dans les lieux privés stipule que les personnes concernées, employés ou visiteurs, doivent être informés grâce à un panneau indiquant la présence d'un tel dispositif et de leur droit d'accès aux données filmées. D'autre part, en accord avec le Code du travail et les textes relatifs aux 3 fonctions publiques, les représentants du personnel doivent être consultés avant l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance et avoir connaissance de la globalité du projet, c'est-à-dire des fonctionnalités envisagées. La vidéosurveillance au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus surveillé par vidéo. Londres et sa banlieue sont les pionnières en matière de vidéosurveillance. La Grande-Bretagne posséderait ainsi près des 10% du total des installations mondiales de vidéosurveillance. On sait aujourd'hui qu'il y a tellement de caméras qu'un Londonien est filmé en moyenne 300 fois par jour. La frontière entre la simple surveillance et la répression policière en Grande-Bretagne est étroite. La législation en cours permet à la police de saisir sur simple demande les images filmées, qu'il s'agisse de dispositifs implantés dans des lieux publics aussi bien que privés. Les 35 millions de véhicules sur les routes britanniques sont identifiés et suivis de manière permanente par des caméras de vidéosurveillance cachées dans le paysage, les données étant gardées 5 ans. Ainsi tous les parcours d'un véhicule seront reconstitués instantanément
si besoin s'en faisait sentir. La question à poser concerne l'habeas corpus britannique. Est-il encore d'actualité ? Depuis mai 2006, la chaîne de télévision anglaise locale Shoreditch TV propose aux habitants du quartier du même nom de devenir indicateurs bénévoles de police. Grâce à ce système, ces citoyens ont accès à ce que filment les 400 caméras de leur quartier. Toutes les 30 secondes, la chaîne se branche sur une caméra différente. Mais on ignore l'utilité réelle d'une telle dissémination, car il n'existe que peu de rapports chiffrés sur l'efficacité de la vidéosurveillance. Eric Heilman, dans son rapport sur l'impact de la vidéosurveillance sur la délinquance en Grande-Bretagne, mentionne les résultats des chercheurs britanniques, où il apparaît qu'il est relatif et varie selon la nature des délits. L'impact de la vidéosurveillance serait plus élevé lorsqu'elle est associée à d'autres mesures de prévention, comme le renforcement policier ou l'amélioration de l'éclairage public. Cependant, même si toutes ces conditions sont respectées, l'amélioration ne semble pas durable car il a été observé que la criminalité se déplace en fonction de la présence des caméras. La biométrie comme marqueur d'identité. La biométrie vise à identifier chaque personne de manière infaillible à partir de l'une ou plusieurs de ses caractéristiques biologiques ou comportementales comme l'empreinte digitale, la géométrie de la main, l'iris, la rétine, le visage, la voix, la signature, la frappe sur un clavier, le réseau veineux ou la thermographie du visage. Les données biométriques sont sensibles en ce sens qu'elles représentent des éléments uniques, propres à la personne et intangibles. Dès le moment où elles ont été recueillies, la personne en est dépossédée et n'est plus en contrôle de l'usage qui peut en être fait. L'individu qui a un accès autorisé ou non à cette information stratégique sur la personne prend le pouvoir sur elle puisqu'il connaît le cœur de son identité. Le lien unique rattachant la donnée biométrique à son porteur permet, en cas d'interconnexion des fichiers, de s'introduire dans l'intimité de la personne, de scruter sa vie privée, ses modes de consommation, ses activités, ses déplacements. La facilité même de l'identification, sa fréquence et surtout le fait qu'elle soit possible à tout moment à l'insu de la personne, si cette information est stockée sur une puce RIFD lisible à distance, fait perdre à celle-ci tout contrôle sur son rapport officiel avec la société. Il est naïf de penser que tous les utilisateurs potentiels des données biométriques vont s'en tenir aux limites de leur mandat. Le moindre dysfonctionnement technique en matière de biométrie peut avoir des conséquences graves pour la personne concernée et la société en général. Il subsiste de nombreuses questions sur la fiabilité des techniques biométriques et sur la maîtrise des méthodes de collecte des informations appropriées. L'identification automatique n'est efficace que dans une proportion d'à peu près 95%. D'autre part, les risques de fraude sur les cartes à puce nécessitent le développement de logiciels spécifiques de protection contre les failles de sécurité. Dans le cas de l'usage frauduleux d'une fausse identité s'appuyant sur la biométrie, c'est-à-dire que les données biométriques sont reliées à une identité empruntée sur une puce trafiquée, un terroriste ou un délinquant aura tout le temps et la latitude nécessaire pour commettre ces méfaits puisque les contrôles ne décèleront rien de suspect à son sujet. La personne innocente aura à prouver a posteriori avec sa carte d'identité biométrique à l'appui qu'elle n'est pas coupable du délit en faisant vérifier ses données. Mais il reste un laps de temps avant le délit où rien n'est décelable et où tout peut arriver. Les technologies de reconnaissance biométrique sont adoptées en Europe, après les États-Unis, avec les conséquences de divulgation de toutes les données personnelles à un ensemble de services qui ne sont pas redevables à l'individu de la manière dont ces informations rassemblées sur lui peuvent être utilisées. Les expériences de paiement biométrique ont eu lieu aux USA. Il suffit aux individus enregistrés de se présenter aux caisses avec leur index ou la reconnaissance de leur iris pour procéder à toutes les transactions financières souhaitées, données personnelles et bancaires étant reliées. Les premiers terminaux de paiement bancaire biométrique ont fait leur apparition en Europe. Nécessité d'un moratoire sur l'identification biométrique. Le chantier du cadre légal des usages des données biométriques nécessite les efforts de toutes les parties concernées pour arriver à un compromis démocratique, respectant à la fois les impératifs du contrôle du terrorisme et de la fraude mais aussi ceux du respect des libertés publiques. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH,
a entrepris depuis 2 ans une réflexion sur les technologies de l'information et leurs conséquences sur les droits de l'homme, en particulier les risques encourus avec l'introduction de la biométrie dans les pièces d'identité. La déclaration des inculpés au tribunal d'Évry pour s'être opposé le 17 novembre 2005 à l'usage des outils biométriques dans un lycée de l'Essonne nous interpelle. Nous estimons que la biométrie est un pas de plus vers la déshumanisation de la société. La Commission des droits de l'homme émet une réserve fondamentale devant ce qui lui paraît être une dérive dangereuse, à savoir la propension à mettre toute la population française dans une base de données biométriques. Car pour elle, l'utilisation d'éléments biométriques en tant qu'identificateur unique personnel permettrait l'interconnexion de toutes les bases de données personnelles et le traçage de toutes les actions, activités, comportements, opinions exprimées d'une personne. Dans ces conditions, la Commission demande que soit respecté le principe de proportionnalité, à savoir une utilisation légitime et ciblée de l'information biométrique. Justifier de son identité doit demeurer un acte conscient d'un citoyen qui sait qu'il se conforme à la loi, ou aux conditions posées à certaines relations sociales. En dehors de ces cas, il existe un droit à la tranquillité que donne l'anonymat. L'espace de liberté individuelle se restreint si l'identité de la personne dépend de la délivrance d'une carte, et si les données biométriques figurant sur cette carte peuvent être lues à son insu. La Commission préconise de sécuriser les titres d'identité, spécialement les procédures de production de données biométriques en relation avec un individu donné, avec l'usage d'un bloc de données numériques non nominatif pour prouver l'authenticité de la carte. La Commission propose de ne pas utiliser les puces sans contact pour éviter la diffusion d'informations privées, sans que la personne le sache. Par ailleurs, la Commission souhaite qu'il n'y ait pas de base de données biométriques constituée en tant que telle pour éviter leur pérennisation et leur usage pour l'interconnexion des fichiers à caractère personnel. Un décret en Conseil d'État est nécessaire pour le traitement de données biométriques mises en œuvre pour le compte de l'État, en vue de l'authentification et du contrôle de l'identité des personnes, carte d'identité et passeport, sans nécessiter autre chose que l'avis de la CNIL. L'affaiblissement du rôle de la CNIL est patent sur cet aspect de la loi du 6 août 2004. Le double numérique. Les données personnelles concernent d'abord l'identité de la personne, telle qu'elle figure sur sa carte d'identité, son passeport, son permis de conduire. Elle rassemble aussi l'ensemble des informations relatives aux caractéristiques de la personne, telles qu'elles peuvent être déduites de ses interactions sur les réseaux. Il s'agit de ses modes de consommation et de production mais aussi de ses préférences, de ses capacités avérées tant physiques qu'intellectuelles, de ses problèmes de santé, etc. L'éventail de ce type de données s'élargit sans cesse avec les nouveaux usages qui se développent sur les réseaux de communication, au fur et à mesure de l'intégration des outils et services qui y sont offerts. Il existe une double pression à la fois du secteur public, sous couvert d'amélioration des services à la personne et de lutte contre le terrorisme, et du secteur privé, pour réduire les fraudes du commerce électronique et mieux cibler ses offres publicitaires qui tend à connecter l'ensemble des fichiers à données personnelles. Le double numérique est le résultat de tous les suivis individualisés de la personne, interagissant sur les réseaux avec d'autres personnes ou avec des machines. Il correspond à l'ensemble des données personnelles recueillies par tous les systèmes d'information aussi bien publics que privés, et connectées entre elles grâce à l'usage d'un identifiant personnel unique. Le modèle économique du nouveau moteur de recherche Spock.com est basé sur la constatation qu'un tiers des requêtes faites sur Internet portent sur la recherche d'informations sur les personnes. Ce moteur utilise des algorithmes permettant de faire des liens entre des informations concernant la même personne éparpillées sur Internet, et rassemblées grâce à un identifiant personnel unique généré par l'entreprise. Il révèle outre les activités professionnelles et personnelles, les affiliations politiques et autres données confidentielles qui peuvent s'avérer gênantes pour la personne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.